Le chapitre 1, intitulé Le problème de la reproduction dans l'accumulation du capital de Rosa Luxembourg, traite de la question fondamentale de la reproduction du capital social dans une économie capitaliste. Ce problème, déjà abordé par les physiocrates avec François Quesnay et plus tard par Karl Marx, a une importance majeure dans la compréhension du fonctionnement du capitalisme. La reproduction désigne le renouvellement régulier du processus de production. Elle se distingue de la production elle-même car elle implique la répétition et la continuité, nécessaires à la satisfaction des besoins de la société. Dans le cadre du capitalisme, la reproduction prend une dimension particulière, car elle inclut la continuité du processus de valorisation, c'est-à-dire la production continue de plus-value. François Quesnay, dans son tableau économique, fut le premier à poser le problème de la reproduction du capital social. Selon lui, la société est divisée en 3 classes. La classe productive, les agriculteurs, la classe stérile, les industriels, commerçants et professions libérales, et la classe des propriétaires fonciers. Quesnay considérait que seule l'agriculture générait une plus-value, appelée rente foncière, tandis que les autres classes ne faisaient que consommer ou transformer les produits agricoles. Le tableau économique décrit le cycle de circulation des richesses entre ces classes et montre comment l'argent, après avoir circulé entre les différentes classes, revient à son point de départ. Ce modèle suppose une reproduction équilibrée et régulière, où chaque classe renouvelle ses moyens de production et sa consommation. Rosa Luxembourg critique la simplicité de cette vision. Si le modèle de Quesnay a été révolutionnaire pour son époque, il reste limité et inadéquat pour expliquer la complexité du capitalisme moderne. Notamment, il réduit la reproduction à une simple circulation entre les classes, sans prendre en compte les contradictions internes du capitalisme, telles que l'accumulation du capital et ses crises. Adam Smith a approfondi l'analyse en développant la notion de travail productif, affirmant que l'industrie, tout comme l'agriculture, crée de la plus-value. Cependant, selon Luxembourg, Smith a commis l'erreur de réduire la valeur des marchandises à 3 composantes, les salaires, le profit et la rente. Cette conception conduit à une vision erronée de la reproduction, dans laquelle tout le produit social semble consommé sans que le capital fixe ne soit reconstitué. Ainsi, selon Smith, la reproduction capitaliste semble impossible sans miracle. C'est Karl Marx qui a véritablement posé et résolu le problème de la reproduction du capital social. Il introduit 2 distinctions cruciales. La première est celle entre le capital constant et le capital variable. Le capital constant représente les moyens de production, machines et matières premières, tandis que le capital variable correspond à la force de travail. La production des plus-values ne peut être expliquée que sans ces 2 composantes. La deuxième distinction est celle entre le travail concret et le travail abstrait. Le travail concret crée des valeurs d'usage, c'est-à-dire des objets utiles, tandis que le travail abstrait crée de la valeur, mesurée par le temps de travail socialement nécessaire. Ces distinctions permettent à Marx de comprendre la reproduction non seulement en termes de circulation de produits, mais aussi en termes de relations de valeur, éclairant ainsi le mécanisme interne du capital. Le chapitre conclut que la question de la reproduction du capital social, mal posée et mal comprise par les économistes bourgeois, trouve sa solution dans le schéma de la reproduction de Marx. Ce schéma montre comment la production et la circulation des marchandises s'articulent autour de la valorisation du capital, permettant ainsi la poursuite du cycle de reproduction capitaliste, malgré ses contradictions internes. Le chapitre 2, exposé historique du problème de l'accumulation du capital de Rosa Luxembourg, est consacré à un panorama des débats théoriques sur le problème de la reproduction et de l'accumulation du capital dans la pensée économique. Elle examine 3 grandes controverses historiques qui ont jalonné le développement de cette question. Première polémique, Sismondi contre les classiques. La première controverse oppose Jean-Charles Léonard Sismonde de Sismondi aux économistes classiques comme Ricardo, Say et Malthus. Cette polémique prend forme à la suite des premières crises économiques qui ont secoué l'Angleterre après les guerres napoléoniennes, entre 1815 et 1819. Ces crises, causées par des facteurs comme le blocus continental, ont révélé les dysfonctionnements de l'économie capitaliste. Sismondi critique la vision classique du laisser-faire, remettant en cause l'idée que la production s'accompagne automatiquement de la consommation nécessaire pour absorber les marchandises produites. Selon lui, l'accumulation du capital peut mener à des crises de surproduction, car les capitalistes n'augmentent pas suffisamment la demande de travail pour soutenir la consommation des ouvriers, ce qui limite la capacité de la société à absorber les marchandises produites. Les classiques répliquent en affirmant que la production crée toujours sa propre demande, la loi de Say. Pour eux, les crises sont temporaires et ne remettent pas en question la stabilité du système capitaliste. Luxembourg salue la critique de Sismondi pour avoir mis en lumière la contradiction interne du capitalisme, mais elle note que ses conclusions restent réformistes. Il ne va pas jusqu'à rejeter le capitalisme, mais propose plutôt des ajustements pour atténuer ses effets destructeurs. Deuxième polémique, Rodbertus contre Jon Kirchmann.
La seconde controverse s'articule autour de Rodbertus et Jon Kirchmann. Elle se déroule dans les années 1830 à 1850, une période marquée par les révoltes ouvrières et une intensification des luttes de classe, comme celle des canuts à Lyon et le mouvement chartiste en Angleterre. Rodbertus rejette l'idée que l'accumulation du capital est durable dans le système capitaliste sans une intervention étatique. Il voit dans les crises une preuve de l'incapacité du capitalisme à se stabiliser de lui-même, arguant que la plus-value ne peut être réalisée sans une augmentation continue de la consommation. Von Kirchmann, lui, adopte une position plus fataliste, affirmant que les crises économiques sont inévitables sous le capitalisme en raison des contradictions internes. Luxembourg analyse cette controverse comme une tentative plus approfondie que la première, mais encore limitée par des perspectives réformistes ou utopiques. Rodbertus, malgré ses critiques virulentes du capitalisme, croit que l'intervention de l'État pourrait résoudre ces problèmes, sans remettre en cause l'essence même du système. Troisième polémique, le débat russe. La troisième controverse a lieu en Russie à la fin du XIXe siècle, impliquant des figures telles que Struve, Bulgakov et Tougan Baranovsky, d'un côté, et Vorontsov et Nikolai Hon de l'autre. Struve et ses alliés soutiennent que le développement capitaliste en Russie est inévitable et nécessaire pour l'avènement du socialisme. Ils utilisent l'analyse marxienne de la reproduction du capital pour justifier cette position, affirmant que l'accumulation est possible au sein d'un cadre capitaliste, en dépit des crises. Vorontsov et Nikolai Hon adoptent une position plus pessimiste sur les perspectives du capitalisme. Ils rejettent l'idée que la Russie puisse se développer en suivant le modèle capitaliste occidental, arguant que les particularités de la société russe et ses structures précapitalistes rendent l'accumulation capitaliste impossible. Luxembourg voit dans ce débat un tournant important. Pour la première fois, la question de l'accumulation est examinée en utilisant les outils analytiques fournis par Marx dans le second volume du Capital. Cependant, elle critique les deux camps pour leur échec à saisir pleinement les implications du modèle de reproduction élargie de Marx, et note que le débat russe reflète les limites de la pensée bourgeoise et socialiste de l'époque. Le chapitre 3, les conditions historiques de l'accumulation, est le cœur de l'analyse de Rosa Luxembourg dans l'accumulation du capital. Dans ce chapitre, elle approfondit la dynamique de l'accumulation capitaliste et explore les conditions matérielles et historiques nécessaires à sa survie, tout en soulignant les contradictions internes qui rendent son effondrement inévitable. Ce chapitre est fondamental car il expose le lien organique entre le capitalisme et l'impérialisme, tout en articulant une critique puissante des schémas marxistes traditionnels de reproduction élargie. Luxembourg s'appuie sur l'œuvre de Karl Marx, notamment son schéma de la reproduction élargie dans le livre 2 du Capital, mais elle introduit des critiques et propose des ajouts pour mieux comprendre les contradictions internes de l'accumulation capitaliste. Le premier schéma est celui de la reproduction simple. Marx avait décrit un modèle où le capitalisme fonctionne de manière cyclique, avec des proportions exactes entre la production des moyens de production, section 1, et la production des biens de consommation, section 2. Ce modèle théorique montre comment le capital, lorsqu'il est reproduit à la même échelle, pourrait fonctionner sans crise. Il y a ensuite le schéma de reproduction élargie. Marx ajoute que, dans la réalité, le capitalisme doit constamment s'élargir pour rester compétitif. Une partie de la plus-value obtenue est réinvestie dans l'entreprise, soit dans le capital constant, soit dans le capital variable, pour agrandir la production et augmenter les capacités de produire de la plus-value. Cependant, Luxembourg critique ce modèle en montrant qu'il manque un élément crucial, la demande extérieure. Selon elle, Marx décrit bien comment la production peut s'élargir, mais il ne précise pas suffisamment qui consomme la production additionnelle générée par l'accumulation. Elle dit, je cite, « Nous avons constaté dans la première partie que le schéma marxien de l'accumulation ne répond pas à la question de savoir pour qui la reproduction élargie a lieu en réalité. Si l'on prend le schéma à la lettre tel qu'il est exposé, on a l'impression que la production capitaliste réalise à elle seule la totalité de sa plus-value, et qu'elle utilise la plus-value capitalisée pour ses propres besoins. » Luxembourg affirme que l'accumulation ne peut être comprise comme un processus fermé, mais qu'elle dépend des marchés non capitalistes. Si le capitalisme ne trouve pas de nouvelles zones de consommation au-delà des capitalistes et des ouvriers eux-mêmes, il se confronte rapidement à un problème de la réalisation de la plus-value. En d'autres termes, l'élargissement continu de la production exige l'élargissement parallèle des débouchés, ce qui n'est possible qu'avec l'incorporation de marchés extérieurs. L'idée centrale de Luxembourg est que le capitalisme ne peut fonctionner qu'en interaction avec des milieux non capitalistes, c'est-à-dire des sociétés et des économies qui ne sont pas encore totalement soumises aux règles de la production marchande et du capital. Contrairement aux économistes bourgeois et aux marxistes légaux qui croient que le capitalisme peut se suffire à lui-même, elle soutient que le capitalisme a constamment besoin d'absorber de nouvelles terres, de nouveaux marchés et de nouvelles sources de main-d'œuvre. Ainsi, pour que le capitalisme puisse accumuler, il doit trouver des marchés extérieurs où vendre ses marchandises excédentaires et où acheter des matières premières à bas prix. Ces milieux non capitalistes fournissent également une main-d'œuvre bon marché, souvent exploitée par le biais de mécanismes coercitifs tels que le colonialisme.
Luxembourg souligne que si le capitalisme ne comptait que sur sa propre force interne, il s'effondrerait sous le poids de ses propres contradictions. Les capitalistes, cherchant à maximiser leurs profits, réduisent le salaire, ce qui entraîne une diminution de la demande interne alors que la production augmente. Le système se trouve ainsi dans une situation où il produit plus qu'il ne peut consommer. Luxembourg dit, je cite, « Le capitalisme a besoin pour son existence et son développement de formes de production non capitalistes autour de lui. Il lui faut des couches sociales non capitalistes comme débouché pour sa plus-value, comme source de moyens de production et comme réservoir de main-d'œuvre pour son système de salariat. Le capitalisme doit donc chercher à s'étendre géographiquement, à conquérir de nouveaux marchés et à intégrer des économies non capitalistes dans son réseau mondial. » Luxembourg consacre une grande partie du chapitre à montrer comment le capitalisme a détruit les formes économiques pré-capitalistes pour imposer ses propres mécanismes de reproduction et d'accumulation. Elle décrit 3 étapes clés dans cette transformation. La première est la lutte contre l'économie naturelle. L'économie naturelle où la production est faite pour la subsistance et non pour le marché constitue une barrière pour l'expansion capitaliste. Le capitalisme doit détruire cette économie par des moyens violents, y compris l'expropriation des terres, la colonisation et la transformation forcée des producteurs en travailleurs salariés. L'économie paysanne, par exemple, est détruite à travers des mécanismes comme la dette, la dépossession foncière et la mise en place de taxes qui forcent les paysans à vendre leurs produits sur le marché. Elle dit, je cite, « En réalité, c'est le système fiscal moderne qui est dans une large mesure responsable de l'introduction forcée de l'économie marchande chez les paysans. La pression fiscale oblige le paysan à transformer progressivement en marchandises une quantité toujours plus grande de ses produits, et en même temps le force à acheter toujours davantage. Elle fait entrer dans la circulation le produit de l'économie paysanne, et contraint les paysans à devenir acheteurs de marchandises capitalistes. » Elle rajoute aussi, « C'est pourquoi le capitalisme mène une lutte exterminatrice partout et toujours contre l'économie naturelle sous quelques formes historiques qui la rencontrent, qu'il s'agisse de l'esclavage, du féodalisme, du communisme primitif, de l'économie paysanne patriarcale. » La deuxième étape est l'introduction de l'économie marchande. Une fois l'économie naturelle détruite, le capitalisme détruit l'économie marchande, où les produits sont échangés sur le marché. Les producteurs indépendants tels que les petits paysans et les commerçants deviennent à leur tour des victimes de la dynamique capitaliste. Ils sont incapables de rivaliser avec les grandes entreprises capitalistes et finissent par être soit intégrés dans le système capitaliste en tant que travailleurs, soit éliminés en tant que concurrents. La dernière phase est celle de l'impérialisme. Luxembourg montre comment à un stade avancé, le capitalisme doit se tourner vers l'impérialisme pour assurer sa survie. L'impérialisme est une phase où les puissances capitalistes s'efforcent de conquérir les dernières régions du monde encore non soumises à l'économie capitaliste. Cela inclut la colonisation, l'exploitation des ressources naturelles des pays dominés et l'ouverture forcée de leurs marchés aux produits des puissances coloniales. Un autre aspect important du chapitre est la discussion sur le rôle de l'État dans l'accumulation du capital. Contrairement à l'idée selon laquelle l'État est simplement un régulateur neutre, Luxembourg montre que l'État joue un rôle actif dans l'expansion capitaliste. Par la fiscalité, le monopole de la violence et la réglementation des marchés, l'État soutient activement l'accumulation en facilitant l'exploitation des ressources et la main-d'œuvre dans des colonies et des pays dépendants. L'un des moyens par lesquels l'État aide le capitalisme est le protectionnisme, qui permet de protéger les industries nationales naissantes contre la concurrence étrangère, tout en créant un marché intérieur favorable à l'accumulation du capital. Elle explique également que l'emprunt international devient un instrument clé pour l'accumulation du capital. Les pays colonisés ou moins développés sont souvent contraints de contracter des dettes auprès des nations capitalistes, ce qui les oblige à ouvrir leur économie à l'exploitation capitaliste pour renforcer ces dettes. Les emprunts créent ainsi une dynamique de dépendance économique qui profite aux puissances capitalistes. Elle dit, je cite, « Les contradictions de la phase impérialiste se manifestent très nettement dans les contradictions du système des emprunts internationaux. Ces emprunts sont indispensables à l'émancipation des jeunes États capitalistes ascendants, et en même temps ils constituent le moyen le plus sûr pour les vieux pays capitalistes de tenir les jeunes pays en tutelle, de contrôler leurs finances et d'exercer une pression sur leur politique étrangère, douanière et commerciale. Ils sont le moyen le plus efficace d'ouvrir de nouvelles sphères d'investissement au capital accumulé des vieux pays, mais aussi de créer à ceux-ci en même temps des concurrences nouvelles, d'élargir brusquement le champ d'action de l'accumulation capitaliste, tout en le rétrécissant en même temps. » Luxembourg consacre un segment important de son analyse au rôle du militarisme. Elle explique que les dépenses militaires permettent temporairement de résoudre les contradictions de l'accumulation, en absorbant une partie de la plus-value excédentaire. Elle dit, je cite, « Le militarisme a une fonction déterminée dans l'histoire du capital. Il sert à conquérir les colonies modernes, à détruire les organisations sociales primitives et à s'emparer de leurs moyens de production. Les guerres, bien que destructrices, ouvrent également de nouveaux marchés pour les produits des nations capitalistes et offrent des opportunités pour la reconstruction, tout en exerçant une pression sur les économies non capitalistes pour les intégrer dans l'économie mondiale. » Elle dit, je cite, «
Plus s'accroît la violence avec laquelle, à l'intérieur et à l'extérieur, le capital anéantit les couches non capitalistes et avalie les conditions d'existence de toutes les classes laborieuses, plus l'histoire quotidienne de l'accumulation dans le monde se transforme en une série de catastrophes et de convulsions qui, se joignant aux crises économiques périodiques, finiront par rendre impossible la continuation de l'accumulation et par dresser la classe ouvrière internationale contre la domination du capital, avant même que celui-ci n'ait atteint économiquement les dernières limites objectives de son développement. En conclusion, Luxembourg prédit que le capitalisme est voué à l'effondrement en raison de sa dynamique interne, à mesure qu'il détruit les économies pré-capitalistes et que les contradictions entre production et consommation s'exacerbent. Il se prive de débouchés extérieurs qui sont vitaux pour son expansion. L'impérialisme, loin d'être une solution à long terme, accélère cette crise en augmentant les tensions entre les nations capitalistes pour le contrôle des derniers territoires non exploités. Finalement, le capitalisme se heurtera à ses propres limites matérielles et sociales, et son effondrement, selon Luxembourg, est inévitable. Elle dit, je cite, « Le capital ne peut se passer des moyens de production ni des forces de travail de ces sociétés primitives, qui lui sont en outre indispensables comme débouchés pour son surproduit. Mais pour les dépouiller de leurs moyens de production, leur prendre leurs forces de travail, il travaille avec acharnement à les détruire. » Luxembourg envisage donc la révolution prolétarienne mondiale comme la seule issue à cette dynamique d'accumulation destructrice. Pour elle, l'internationalisme et la lutte contre l'impérialisme sont les conditions nécessaires à l'émancipation du prolétariat et à la fin du capitalisme.